Bienvenue sur Readerix.0. Vous écoutez la préface, la présentation et l'introduction du livre L'Histoire générale de l'Afrique volume 1, Méthodologie et préhistoire africaine. Préface par Amadou Matar Mbow, directeur général de l'UNESCO. Longtemps, mythes et préjugés de toutes sortes ont caché au monde l'histoire réelle de l'Afrique. Les sociétés africaines passaient pour des sociétés qui ne pouvaient avoir d'histoire. Malgré d'importants travaux effectués, dès les premières décennies de ce siècle, par des pionniers comme Léo Frobenius, Maurice Delafosse, Arturo Labriola, bon nombre de spécialistes non-africains, attachés à certains postulats soutenaient que ces sociétés ne pouvaient faire l'objet d'une étude scientifique, faute notamment de sources et de documents écrits. Si l'Iliade et l'Odyssée pouvaient être considérées à juste titre comme des sources essentielles de l'histoire de la Grèce ancienne, on déniait, en revanche, toute valeur à la tradition orale africaine, cette mémoire des peuples qui fournit la trame de tant d'événements qui ont marqué leur vie. On se limitait en écrivant l'histoire d'une grande partie de l'Afrique à des sources extérieures à l'Afrique, pour donner une vision, non de ce que pouvait être le cheminement des peuples africains, mais de ce que l'on pensait qu'il devait être. Le Moyen-Âge européen étant souvent pris comme point de référence, les modes de production, les rapports sociaux comme les institutions politiques n'étaient perçus que par référence au passé de l'Europe. En fait, on refusait de voir en l'Africain le créateur de cultures, qui se sont épanouies et perpétuées, à travers les siècles, dans des voies qui leur sont propres et que l'historien ne peut donc saisir sans renoncer à certains préjugés et sans renouveler sa méthode. De même, le continent africain n'était presque jamais considéré comme une entité historique. L'accent était, au contraire, mis sur tout ce qui pouvait accréditer l'idée qu'une scission aurait existé, de toute éternité, entre une Afrique blanche et une Afrique noire ignorante l'une de l'autre. On présentait souvent le Sahara comme un espace impénétrable qui rendait impossible des brassages d'ethnies et de peuples, des échanges de biens, de croyances, de mœurs et d'idées, entre les sociétés constituées de part et d'autre du désert. On traçait des frontières étanches entre les civilisations de l'Égypte ancienne et de la Nubie, et celles des peuples sud-sahariens. Certes, l'histoire de l'Afrique nord-saharienne a été davantage liée à celle du bassin méditerranéen que ne l'a été l'histoire de l'Afrique sud-saharienne, mais il est largement reconnu aujourd'hui que les civilisations du continent africain, à travers la variété des langues et des cultures, forment, à des degrés divers, les versants historiques d'un ensemble de peuples et de sociétés qu'unissent des liens séculaires. Un autre phénomène a beaucoup nui à l'étude objective du passé africain, je veux parler de l'apparition, avec la traite négrière et la colonisation, de stéréotypes raciaux générateurs de mépris et d'incompréhension et si profondément ancrés qu'ils faussèrent jusqu'au concept même de l'historiographie. À partir du moment où on eut recours aux notions de blanc et de noir pour nommer génériquement les colonisateurs, considérés comme supérieurs, et les colonisés, les Africains eurent à lutter contre un double asservissement économique et psychologique. Repérable à la pigmentation de sa peau, devenue une marchandise parmi d'autres, vouée au travail de force, l'Africain vint à symboliser, dans la conscience de ses dominateurs, une essence raciale imaginaire et illusoirement inférieure de nègre. Ce processus de fausse identification ravala l'histoire des peuples africains dans l'esprit de beaucoup au rang d'une ethno-histoire où l'appréciation des réalités historiques et culturelles ne pouvait qu'être faussée. La situation a beaucoup évolué depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale et en particulier depuis que les pays d'Afrique, ayant accédé à l'indépendance, participent activement à la vie de la communauté internationale et aux échanges mutuels qui sont sa raison d'être. De plus en plus d'historiens se sont efforcés d'aborder l'étude de l'Afrique avec plus de rigueur, d'objectivité et d'ouverture d'esprit, en utilisant certes avec les précautions d'usage les sources africaines elles-mêmes. Dans l'exercice de leur droit à l'initiative historique, les Africains eux-mêmes ont ressenti profondément le besoin de rétablir sur des bases solides l'historicité de leur société. C'est dire l'importance de l'histoire générale de l'Afrique, en 8 volumes, dont l'UNESCO commence la publication. Les spécialistes de nombreux pays qui ont travaillé à cette œuvre se sont d'abord attachés à en jeter les fondements théoriques et méthodologiques. Ils ont eu le souci de remettre en question les simplifications abusives auxquelles avait donné lieu une conception linéaire et limitative de l'histoire universelle, et de rétablir la vérité des faits chaque fois que cela était nécessaire et possible. Ils se sont efforcés de dégager les données historiques qui permettent de mieux suivre l'évolution des différents peuples africains dans leurs spécificités socio-culturelles. Dans cette tâche immense, complexe et ardue, vu la diversité des sources et l'éparpillement des documents, l'UNESCO a procédé par étapes.
La première phase, 1965-1969, a été celle des travaux de documentation et de planification de l'ouvrage. Des activités opérationnelles ont été conduites sur le terrain, campagne de collecte de la tradition orale, création de centres régionaux de documentation pour la tradition orale, collecte de manuscrits inédits en arabe et en ajami langue africaine écrite en caractère arabe, inventaire des archives et préparation d'un guide des sources de l'histoire de l'Afrique, à partir des archives et bibliothèques des pays d'Europe, publié depuis en 9 volumes. D'autre part, des rencontres entre les spécialistes ont été organisées où les Africains et des personnes d'autres continents ont discuté des questions de méthodologie, et ont tracé les grandes lignes du projet, après un examen attentif des sources disponibles. Une deuxième étape, consacrée à la mise au point et à l'articulation de l'ensemble de l'ouvrage, a duré de 1969 à 1971. Au cours de cette période, des réunions internationales d'experts tenues à Paris, 1969, et à Addis Abeba, 1970, eurent à examiner et à préciser les problèmes touchant la rédaction et la publication de l'ouvrage, présentation en 8 volumes, édition principale en anglais, en français et en arabe, ainsi que des traductions en langue africaine telles que le Kiswahili, l'Xhosa, le Peul, le Yoruba ou le Lingala. Sont prévues également des traductions en allemand, russe, portugais, espagnol, suédois, de même que des éditions abrégées accessibles à un plus vaste public africain et international. La troisième phase a été celle de la rédaction et de la publication. Elle a commencé par la nomination d'un comité scientifique international de 39 membres, comprenant 2 tiers d'Africains et 1 tiers de non-Africains, à qui incombe la responsabilité intellectuelle de l'ouvrage. Interdisciplinaire, la méthode suivie s'est caractérisée par la pluralité des approches théoriques, comme des sources. Parmi celles-ci, il faut citer d'abord l'archéologie, qui détient une grande part des clés de l'histoire des cultures et des civilisations africaines. Grâce à elle, on s'accorde aujourd'hui à reconnaître que l'Afrique fut selon toute probabilité le berceau de l'humanité, qu'on y assista à l'une des premières révolutions technologiques de l'histoire, celle du néolithique, et qu'avec l'Égypte s'y épanouit l'une des civilisations anciennes les plus brillantes du monde. Il faut ensuite citer la tradition orale, qui, naguère méconnue, apparaît aujourd'hui comme une source précieuse de l'histoire de l'Afrique, permettant de suivre le cheminement de ces différents peuples dans l'espace et dans le temps, de comprendre de l'intérieur la vision africaine du monde, de saisir les caractères originaux des valeurs qui fondent les cultures et les institutions du continent. On saura gré au comité scientifique international chargé de cette histoire générale de l'Afrique, et à son rapporteur ainsi qu'au directeur et auteur des différents volumes et chapitres, d'avoir jeté une lumière originale sur le passé de l'Afrique, embrassé dans sa totalité, en évitant tout dogmatisme dans l'étude de questions essentielles, comme la traite négrière, cette saignée sans fin responsable de l'une des déportations les plus cruelles de l'histoire des peuples et qui a vidé le continent d'une partie de ses forces vives, alors qu'il jouait un rôle déterminant dans l'essor économique et commercial de l'Europe, de la colonisation avec toutes ses conséquences sur les plans de la démographie, de l'économie, de la psychologie, de la culture, des relations entre l'Afrique au sud du Sahara et le monde arabe, du processus de décolonisation et de construction nationale qui mobilise la raison et la passion de personnes encore en vie et parfois en pleine activité. Toutes ces questions ont été abordées avec un souci d'honnêteté et de rigueur qui n'est pas le moindre mérite du présent ouvrage. Celui-ci offre aussi le grand avantage, en faisant le point de nos connaissances sur l'Afrique et en proposant divers regards sur les cultures africaines, ainsi qu'une nouvelle vision de l'histoire, de souligner les ombres et les lumières, sans dissimuler les divergences d'opinion entre savants. En montrant l'insuffisance des approches méthodologiques longtemps utilisées dans la recherche sur l'Afrique, cette nouvelle publication invite au renouvellement et à l'approfondissement de la double problématique de l'historiographie et de l'identité culturelle qu'unissent des liens de réciprocité. Elle ouvre la voie, comme tout travail historique de valeur, à de multiples recherches nouvelles. C'est ainsi d'ailleurs que le Comité scientifique international, en étroite collaboration avec l'UNESCO, a tenu à entreprendre des études complémentaires afin d'approfondir quelques questions qui permettront d'avoir une vue plus claire de certains aspects du passé de l'Afrique. Ces travaux publiés dans la série UNESCO Études et documents Histoire générale de l'Afrique viendront utilement compléter le présent ouvrage. Cet effort sera également poursuivi par l'élaboration d'ouvrages portant sur l'histoire nationale ou sous-régionale. Cette histoire générale met à la fois en lumière l'unité historique de l'Afrique et les relations de celle-ci avec les autres continents, notamment avec les Amériques et les Caraïbes. Pendant longtemps,
les expressions de la créativité des descendants d'Africains aux Amériques avaient été isolées par certains historiens en un agrégat hétéroclite d'africanisme. Cette vision, il va sans dire, n'est pas celle des auteurs du présent ouvrage. Ici, la résistance des esclaves déportés en Amérique, le fait du marronnage politique et culturel, la participation constante et massive des descendants d'Africains aux luttes de la première indépendance américaine, de même qu'aux mouvements nationaux de libération, sont justement perçus pour ce qu'ils furent, de vigoureuses affirmations d'identité qui ont contribué à forger le concept universel d'humanité. Il est évident aujourd'hui que l'héritage africain a marqué, plus ou moins selon les lieux, les modes de sentir, de penser, de rêver et d'agir de certaines nations de l'hémisphère occidental. Du sud des États-Unis jusqu'au nord du Brésil, en passant par la Caraïbe ainsi que sur la côte du Pacifique, les apports culturels hérités de l'Afrique sont partout visibles. Dans certains cas même ils constituent les fondements essentiels de l'identité culturelle de quelques éléments les plus importants de la population. De même, cet ouvrage fait clairement apparaître les relations de l'Afrique avec l'Asie du Sud à travers l'océan Indien, ainsi que les apports africains aux autres civilisations, dans le jeu des échanges mutuels. Je suis convaincu que les efforts des peuples d'Afrique pour conquérir ou renforcer leur indépendance, assurer leur développement et affermir leur spécificité culturelle, doivent s'enraciner dans une conscience historique rénovée, intensément vécue et assumée de génération en génération. Et ma formation personnelle, l'expérience que j'ai acquise comme enseignant et comme président, dès les débuts de l'indépendance, de la première commission créée en vue de la réforme des programmes d'enseignement de l'histoire et de la géographie dans certains pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre, m'ont appris combien était nécessaire, pour l'éducation de la jeunesse et pour l'information du public, un ouvrage d'histoire élaboré par des savants connaissant du dedans les problèmes et les espoirs de l'Afrique et capable de considérer le continent dans son ensemble. Pour toutes ces raisons, l'UNESCO veillera à ce que cette histoire générale de l'Afrique soit largement diffusée, dans de nombreuses langues, et qu'elle serve de base à l'élaboration de livres d'enfants, de manuels scolaires, et d'émissions télévisées ou radiodiffusées. Ainsi, jeunes, écoliers, étudiants et adultes, d'Afrique et d'ailleurs, pourront avoir une meilleure vision du passé du continent africain, des facteurs qui l'expliquent et une plus juste compréhension de son patrimoine culturel et de sa contribution au progrès général de l'humanité. Cet ouvrage devrait donc contribuer à favoriser la coopération internationale et à renforcer la solidarité des peuples dans leurs aspirations à la justice, au progrès et à la paix. Du moins est-ce le vœu que je forme très sincèrement. Il me reste à exprimer ma profonde gratitude aux membres du Comité scientifique international, aux rapporteurs, aux directeurs des différents volumes, aux auteurs et à tous ceux qui ont collaboré à la réalisation de cette prodigieuse entreprise. Le travail qu'ils ont effectué, la contribution qu'ils ont apportée montre bien ce que des hommes, venus d'horizons divers mais animés d'une même bonne volonté, d'un même enthousiasme au service de la vérité de tous les hommes, peuvent faire, dans le cadre international qu'offre l'UNESCO, pour mener à bien un projet d'une grande valeur scientifique et culturelle. Ma reconnaissance va également aux organisations et gouvernements qui, par leurs dons généreux, ont permis à l'UNESCO de publier cette œuvre dans différentes langues et de lui assurer le rayonnement universel qu'elle mérite, au service de la communauté internationale tout entière. Présentation du projet par le professeur Betevela.Ogo, président du Comité scientifique international pour la rédaction d'une histoire générale de l'Afrique. La conférence générale de l'UNESCO, à sa 16e session, a demandé au directeur général d'entreprendre la rédaction d'une histoire générale de l'Afrique. Ce travail considérable a été confié à un comité scientifique international créé par le Conseil exécutif en 1970. Au terme des statuts adoptés par le Conseil exécutif de l'UNESCO en 1971, ce comité se compose de 39 membres, dont 2 tiers d'Africains et 1 tiers de non-Africains, siégeant à titre personnel et nommés par le directeur général de l'UNESCO pour la durée du mandat du comité. La première tâche du comité était de définir les principales caractéristiques de l'ouvrage. Il les a définies comme suit à sa 2e session, tout en visant à la plus haute qualité scientifique possible. L'histoire ne cherche pas à être exhaustive et est un ouvrage de synthèse qui évitera le dogmatisme. À maints égards, elle constitue un exposé des problèmes indiquant l'état actuel des connaissances et les grands courants de la recherche, et n'hésite pas à signaler, le cas échéant, les divergences d'opinion. Elle préparera en cela la voie à des ouvrages ultérieurs. L'Afrique est considérée comme un tout.
Le but est de montrer les relations historiques entre les différentes parties du continent trop souvent subdivisées dans les ouvrages publiés jusqu'ici. Les liens historiques de l'Afrique avec les autres continents reçoivent l'attention qu'ils méritent, et sont analysés sous l'angle des échanges mutuels et des influences multilatérales, de manière à faire apparaître sous un jour approprié la contribution de l'Afrique au développement de l'humanité. L'histoire générale de l'Afrique est, avant tout, une histoire des idées et des civilisations, des sociétés et des institutions. Elle se fonde sur une grande diversité de sources, y compris la tradition orale et l'expression artistique. L'histoire est envisagée essentiellement d'un intérieur. Ouvrage savant, elle est aussi, dans une large mesure, le reflet fidèle de la façon dont les auteurs africains voient leur propre civilisation. Bien qu'élaborée dans un cadre international et faisant appel à toutes les données actuelles de la science, l'histoire sera aussi un élément capital pour la reconnaissance du patrimoine culturel africain et mettra en évidence les facteurs qui contribuent à l'unité du continent. Cette volonté de voir les choses de l'intérieur constitue la nouveauté de l'ouvrage et pourra, en plus de ses qualités scientifiques, lui conférer une grande valeur d'actualité. En montrant le vrai visage de l'Afrique, l'histoire pourrait, à une époque dominée par les rivalités économiques et techniques, proposer une conception particulière des valeurs humaines. Le comité a décidé de présenter l'ouvrage portant sur plus de 3 millions d'années d'histoire de l'Afrique, en 8 volumes comprenant chacun environ 800 pages de texte avec des illustrations, des photographies, des cartes et des dessins au trait. Pour chaque volume, il est désigné un directeur principal qui est assisté, le cas échéant, par un ou deux co-directeurs. Les directeurs de volume sont choisis à l'intérieur comme à l'extérieur du comité par ce dernier qui les élit à la majorité des 2/3. Ils sont chargés de l'élaboration des volumes, conformément aux décisions et aux plans arrêtés par le comité. Ils sont responsables sur le plan scientifique devant le comité ou, entre deux sessions du comité, devant le bureau, du contenu des volumes, de la mise au point définitive des textes, les illustrations et, d'une manière générale, de tous les aspects scientifiques et techniques de l'histoire. C'est le bureau qui, en dernier ressort, approuve le manuscrit final. Lorsqu'il l'estime prêt pour l'édition, il le transmet au directeur général de l'UNESCO. Le comité, ou le bureau, entre deux sessions du comité, reste donc le maître de l'œuvre. Chaque volume comprend une trentaine de chapitres. Chaque chapitre est rédigé par un auteur principal assisté le cas échéant d'un ou de 2 collaborateurs. Les auteurs sont choisis par le comité au vu de leur curriculum vitae. La préférence est donnée aux auteurs africains, sous réserve qu'ils possédent les titres voulus. Le comité veille particulièrement à ce que toutes les régions du continent ainsi que d'autres régions ayant eu des relations historiques ou culturelles avec l'Afrique soient, dans toute la mesure du possible, équitablement représentées parmi les auteurs. Après leur approbation par le directeur de volume, les textes des différents chapitres sont envoyés à tous les membres du comité pour qu'ils en fassent la critique. Au surplus, le texte du directeur de volume est soumis à l'examen d'un comité de lecture, désigné au sein du comité scientifique international, en fonction des compétences des membres. Ce comité est chargé d'une analyse approfondie du fond et de la forme des chapitres. Le bureau approuve en dernier ressort les manuscrits. Cette procédure qui peut paraître longue et complexe s'est révélée nécessaire car elle permet d'apporter le maximum de garanties scientifiques à l'histoire générale de l'Afrique. En effet, il est arrivé que le bureau rejette des manuscrits ou demande des réaménagements importants ou même confie la rédaction du chapitre à un autre auteur. Parfois, des spécialistes d'une période donnée de l'histoire ou d'une question donnée sont consultés pour la mise au point définitive d'un volume. L'ouvrage sera publié en premier lieu, en une édition principale, en anglais, en français, et en arabe et en une édition brochée dans les mêmes langues. Une version abrégée en anglais et en français servira de base pour la traduction en langue africaine. Le comité scientifique international a retenu comme première langue africaine dans lesquelles l'ouvrage sera traduit, le Kiswahili et le Xhosa. Il est aussi envisagé d'assurer, dans toute la mesure du possible, la publication de l'histoire générale de l'Afrique, en plusieurs langues de grande diffusion internationale, entre autres, allemand, chinois, espagnol, italien, japonais, portugais, russe, etc. Il s'agit donc, comme on peut le voir, d'une entreprise gigantesque qui constitue une immense gageure pour les historiens de l'Afrique et la communauté scientifique en général, ainsi que pour l'UNESCO qui lui accorde son patronage. On peut en effet imaginer sans peine la complexité d'une tâche comme la rédaction d'une histoire de l'Afrique, qui couvre, dans l'espace, tout un continent et, dans le temps,
les 4 derniers millions d'années, respecte les normes scientifiques les plus élevées et fait appel, comme il se doit, à des spécialistes appartenant à tout un éventail de pays, de cultures, d'idéologies, et de traditions historiques. C'est une entreprise continentale, internationale et interdisciplinaire de grande envergure. En conclusion, je tiens à souligner l'importance de cet ouvrage pour l'Afrique et pour le monde entier. À l'heure où les peuples d'Afrique luttent pour s'unir et mieux forger ensemble leur destin respectif, une bonne connaissance du passé de l'Afrique, une prise de conscience des liens qui unissent les Africains entre eux et l'Afrique aux autres continents devrait faciliter, dans une grande mesure, la compréhension mutuelle entre les peuples de la Terre, mais surtout faire connaître un patrimoine culturel qui est le bien de l'humanité tout entière. Chronologie. Il a été convenu d'adopter la présentation suivante pour l'écriture des dates. Pour la préhistoire, les dates peuvent être présentées de 2 manières différentes, soit en référence à l'époque actuelle, ce sont les dates BP, Before Press, l'année de référence étant plus 1950, toutes les dates sont donc négatives par rapport à plus 1950, soit en référence au début de l'ère chrétienne, les dates fixées par rapport à l'ère chrétienne sont marquées par un simple signe, ou plus précédant les dates. En ce qui concerne les siècles, les mentions avant Jésus-Christ, après Jésus-Christ sont remplacées par avant notre ère, de notre ère. Exemple, 2300 BP égale moins 350. 2900 avant JC égale moins 2900. 1800 après JC égale plus 1800. 5e siècle à JC égale 5e siècle avant notre ère. Introduction générale par J. Kizerbo. L'Afrique a une histoire. Le temps n'est plus où, sur des pans entiers de mappemonde ou de portulans, représentant ce continent alors marginal et serf, la connaissance des savants se résumait dans cette formule lapidaire qui sent un peu son alibi, Ibisalon. Par là, on trouve des lions. Après les lions, on a découvert les mines, si profitables, et par la même occasion, les tribus indigènes qui en étaient propriétaires, mais qui furent incorporées elles-mêmes à leurs mines comme propriété des nations colonisatrices. Puis, après les tribus indigènes, ce furent des peuples impatients au jouguet dont le pouls battait déjà au rythme fiévreux des luttes de libération. L'histoire de l'Afrique, comme celle de l'humanité entière, c'est, en effet, l'histoire d'une prise de conscience. L'histoire de l'Afrique doit être réécrite. Car jusqu'ici, elle a été souvent masquée, camouflée, défigurée, mutilée. Par la force des choses, c'est-à-dire par l'ignorance et l'intérêt. Ce continent, prostré par quelques siècles d'oppression, a vu des générations de voyageurs, de négriers, d'explorateurs, de missionnaires, de proconsuls, de savants de toute engeance, figer son image dans le rictus de la misère, de la barbarie, de l'irresponsabilité et du chaos. Et cette image a été projetée, extrapolée à l'infini en amont du temps, justifiant par là même le présent et l'avenir. Il n'est pas question, ici, d'échafauder une histoire revanche, qui relancerait contre leurs auteurs l'histoire colonialiste comme un boomerang, mais de changer la perspective et de ressusciter les images oubliées ou perdues. Il faut revenir à la science pour créer chez les uns et les autres une conscience authentique. Il faut reconstruire le vrai scénario. Il est temps de changer de discours. Si tels sont les buts et le pourquoi de cette entreprise, le comment c'est-à-dire la méthodologie est, comme toujours, plus ardu. C'est justement l'un des objectifs de ce premier volume de l'histoire générale de l'Afrique rédigé sous l'égide de l'UNESCO. Pourquoi ? Il s'agit d'une entreprise scientifique. Les ombres, les obscurités qui entourent le passé de ce continent constituent un défi passionnant pour la curiosité humaine. L'histoire de l'Afrique est peu connue. Que de généalogies boiteuses. Que de structures apparaissant en pointillés impressionnistes, ou estompées dans un épais brouillard. Que de séquences qui semblent absurdes parce que la tranche précédente du film a été abolie. Ce film désarticulé et parcellaire qui n'est que l'image de notre ignorance, nous en avons fait, par une déviation fâcheuse ou vicieuse, l'image réelle de l'histoire de l'Afrique telle qu'elle s'est effectivement déroulée. Dès lors, est-ce étonnant qu'une place infinitésimale et subordonnée soit dévolue à l'histoire africaine dans toutes les histoires de l'humanité ou des civilisations. Et pourtant, depuis quelques décennies, des milliers de chercheurs dont le mérite d'un bon nombre est grand, voire exceptionnel, ont exhumé des pans entiers du visage ancien de l'Afrique. Chaque année, des dizaines de publications nouvelles dont l'optique est de plus en plus positive, apparaissent. Des découvertes africaines, spectaculaires parfois, remettent en cause la signification de certaines phases de l'histoire de l'humanité dans son ensemble. Mais justement,
Cette prolifération même n'est pas sans comporter des dangers, risque de cacophonie par la profusion des recherches non coordonnées et désordonnées, vaine querelle d'école qui privilégie les chercheurs par rapport à l'objet de la recherche, etc. C'est pourquoi, pour l'honneur de la science, il importait qu'une mise au point au-dessus de tout soupçon fût faite, sous les auspices de l'UNESCO, par des équipes de savants africains et non africains, sous l'autorité d'un conseil scientifique international et de directeurs africains. Par le nombre et la qualité des chercheurs mobilisés pour cette nouvelle grande découverte de l'Afrique, il y a là une expérience, un signe de coopération internationale. Or, plus que toute autre discipline peut-être, l'histoire est une science humaine, puisqu'elle sort toute chaude de la forge bourdonnante ou tumultueuse des peuples. Façonnée réellement par l'homme sur les chantiers de la vie, construite mentalement par l'homme dans les laboratoires, les bibliothèques et les chantiers de fouilles, l'histoire est faite aussi pour l'homme, pour le peuple, pour éclairer et motiver sa conscience. Pour les Africains, l'histoire de l'Afrique n'est pas un miroir narcissique, ni un prétexte subtil pour s'abstraire des tâches d'aujourd'hui. Cette diversion aliénatrice risquerait d'ailleurs de compromettre les buts scientifiques de l'entreprise. En revanche, l'ignorance de son propre passé, c'est-à-dire d'une grande part de soi-même, n'est-elle pas davantage encore aliénatrice? Tous les maux qui frappent l'Afrique aujourd'hui, ainsi que toutes les chances qui s'y révèlent, résultent de forces innombrables propulsées par l'histoire. Et de même que la reconstitution de l'évolution d'une maladie est la première étape d'une entreprise rationnelle de diagnostic et de thérapeutique, de même la première tâche d'analyse globale de ce continent est historique. À moins d'opter pour l'inconscience et l'aliénation, on ne saurait vivre sans mémoire, ni avec la mémoire d'autrui. Or l'histoire est la mémoire des peuples. Ce retour à soi-même peut d'ailleurs revêtir la valeur d'une catharsis libératrice, comme l'a plongé en soi par la psychanalyse, qui, en révélant les bases des entraves de notre personnalité, dénoue du même coup les complexes qui ligotent notre conscience dans les racines obscures du subconscient. Mais pour ne pas troquer un mythe contre un autre, il faut que la vérité historique, matrice de la conscience des aliénés et authentique, soit fermement éprouvée et fondée sur des preuves. Comment? D'où la redoutable question du comment, c'est-à-dire de la méthodologie. En ce domaine comme en d'autres, il faut se garder à la fois de trop singulariser l'Afrique, comme de trop l'aligner sur des normes étrangères. D'après certains, il faudrait attendre de trouver les mêmes genres de documents qu'en Europe, la même panoplie de pièces écrites ou épigraphiques, pour parler d'une véritable histoire en Afrique. Pour eux, en somme, aux tropiques comme au pôle, les problèmes de l'historien sont partout les mêmes. Il faut réaffirmer clairement ici qu'il n'est pas question de bâillonner la raison sous prétexte qu'on manque de mouture à lui donner. La raison ne saurait être considérée comme tropicalisée sous prétexte qu'elle s'exerce sur les tropiques. La raison, souveraine, ne connaît pas l'empire de la géographie. Ses normes et ses démarches fondamentales, en particulier l'application du principe de causalité, sont partout les mêmes. Mais justement, parce qu'elle n'est pas aveugle, la raison doit appréhender différemment des réalités différentes, pour que sa prise reste toujours aussi précise et ferme. Les principes de la critique interne et externe s'appliqueront donc selon une stratégie mentale différente pour le chant épique Sundiata Faza que pour le capitulaire de Villy ou les circulaires au préfet napoléonien. Les méthodes et techniques seront différentes. Cette stratégie ne sera d'ailleurs pas entièrement la même dans toutes les parties de l'Afrique, la vallée du Nil et la façade méditerranéenne étant à cet égard, pour la reconstitution historique, dans une situation moins originale par rapport à l'Europe que l'Afrique subsaharienne. À vrai dire, les difficultés spécifiques de l'histoire de l'Afrique se lisent déjà dans l'observation des réalités de la géographie physique de ce continent. Continent solitaire s'il en est, l'Afrique semble tourner le dos au reste du vieux monde, auquel elle se rattache seulement par le fragile cordon ombilical de l'isthme de Suez. Elle plonge au contraire démesurément vers les eaux australes sa masse compacte, corsetée de massifs côtiers, que les fleuves forcent par des défilés héroïques, lesquels constituent eux-mêmes des obstacles à la pénétration. Le seul passage important entre le Sahara et les monts abyssins est obstrué par les immenses marais du Bahre et le Ghazal. Des vents et des courants marins assez violents montent la garde du Cap Blanc au Cap-Vert. Cependant que, au sein du continent, 3 déserts se chargent d'aggraver l'isolement extérieur par un cloisonnement interne. Au sud, le Kalahari. Au centre le désert vert de la forêt équatoriale, redoutable refuge dans lequel l'homme luttera pour s'imposer. Au nord, le Sahara, champion des déserts, immense filtre continental, océan fauve des ergues et des raies qui, avec la frange montagneuse des Atlas,
dissocient le sort de la zone méditerranéenne de celui du reste du continent. Sans être des murs étanches, surtout durant la préhistoire, ces puissances écologiques ont pesé lourdement sur le destin africain dans tous les domaines. Ils ont donné aussi une valeur singulière à tous les créneaux naturels qui, d'emblée, joueront le rôle de passerelles dans l'exploration du domaine africain, entreprise par les peuples depuis des milliers de millénaires. Citons seulement la gigantesque rainure méridienne de la Rift Valley, qui s'étire du giron même de l'Afrique jusqu'en Irak, à travers le môle éthiopien. Dans le sens plutôt transversal, la courbe des vallées de la Sangha, de l'Ubangui et du Zaïre, a dû constituer aussi un couloir privilégié. Ce n'est pas un hasard non plus si les premiers royaumes de l'Afrique noire se sont développés dans ces régions des pays ouverts, ces Sahel bénéficiant à la fois d'une perméabilité interne, d'une certaine ouverture vers l'extérieur, et de contact avec les zones africaines voisines, dotées de ressources différentes et complémentaires. Ces régions ouvertes et à rythme d'évolution plus rapide sont la preuve à contrario que l'isolement a été l'un des facteurs clés de la pesanteur africaine sur la piste de certains progrès. Les civilisations reposent sur terre, écrit F. Brodel. Et il ajoute, la civilisation est fille du nombre. Or, la vastitude même de ce continent avec une population diluée et donc facilement itinérante, dans une nature à la fois généreuse, fruits, minerais, etc., et cruelle, endémie, épidémie, empêchait d'atteindre le seuil de concentration démographique qui a presque toujours été l'une des préconditions des mutations qualitatives majeures dans le domaine économique, social et politique. De plus, la ponction démographique sévère de la traite depuis des temps immémoriaux et surtout depuis le commerce négrier du XVe au XXe siècle, n'a pu que contribuer à priver l'Afrique du tonus humain et de la stabilité nécessaire à toute création éminente, même au plan technologique. La nature et les hommes, la géographie et l'histoire, n'ont pas été tendres pour l'Afrique. Et il est indispensable de revenir à ces conditions fondamentales du processus évolutif, pour poser les problèmes en termes objectifs et non sous forme de mythes aberrants comme l'infériorité raciale, le tribalisme congénital, et la prétendue passivité historique des Africains. Toutes ces approches subjectives et irrationnelles ne font au mieux que masquer une ignorance volontaire. Les sources difficiles. Il faut reconnaître que concernant ce continent, le maniement des sources est particulièrement difficile. 3 sources principales y constituent les de la connaissance historique, les documents écrits, l'archéologie et la tradition orale. Ces 3 sources sont étayées par la linguistique et l'anthropologie qui permettent de nuancer et d'approfondir l'interprétation des données, parfois trop brute et trop stérile sans cette approche plus intime. On aurait tort cependant d'établir a priori une hiérarchie péremptoire et définitive entre ces différentes sources. Les sources écrites. Les sources écrites sont sinon très rares, du moins mal distribuées dans le temps et dans l'espace. Les siècles les plus obscurs de l'histoire africaine sont ceux qui ne bénéficient pas de la lumière claire et précise émanant de témoignages écrits. Par exemple les siècles qui précèdent et suivent la naissance du Christ, l'Afrique du Nord étant à cet égard privilégiée. Mais même lorsque ce témoignage existe, son interprétation implique souvent des ambiguïtés et difficultés. C'est ainsi qu'à partir d'une relecture des voyages de Ibn Battuta et d'un nouvel examen des diverses graphies des toponymes employés par cet auteur et par Al-Umari, certains historiens sont amenés à contester Niani sur Sankarani, comme capitale de l'ancien Mali. Au plan quantitatif, des masses considérables de matériaux scripturaires à caractère archivistique ou narratif demeurent encore inexploités, comme le prouvent les récents inventaires partiels des manuscrits inédits relatifs à l'histoire de l'Afrique noire, qu'on exhume des bibliothèques du Maroc, d'Algérie et d'Europe, mais aussi dans les bibliothèques des notables et érudits soudanais à travers les villes de la boucle du Niger et dont les titres laissent escompter des filons nouveaux et prometteurs. L'UNESCO a établi à Tombouctou le centre Ahmed Baba pour promouvoir la collecte de tels documents. Dans les fonds d'archives, en Iran, en Irak, en Arménie, en Inde et en Chine, sans parler des Amériques, bien des morceaux de l'histoire de ce continent attendent la perspicacité inventive du chercheur. C'est ainsi que dans les archives du Premier ministre à Istanbul, où sont classés les registres des décrets du divan impérial ottoman, une correspondance inédite datée de mai 1577, du sultan Murad I-Omar Idris Al-Omar et Obed de Tuni, projette une lumière très neuve sur la diplomatie du Kanéan-Bornou à cette époque, et sur la situation du Fezzan. Un travail actif de collecte est mené à bien par les instituts d'études africaines et les centres de recherche historique dans les pays africains pénétrés par la culture islamique. Par ailleurs,
Des guides nouveaux comme ceux qui sont édités par le Conseil international des archives sous les auspices de l'UNESCO, se proposent d'orienter les chercheurs à travers la forêt des documents entreposés dans toutes les parties du monde occidental. Seul un effort puissant d'édition et de réédition savante, de traduction et de diffusion en Afrique permettra, par l'effet multiplicateur de ces nouveaux flux conjugués, de franchir un nouveau seuil critique qualitatif dans la vision du passé africain. Par ailleurs, presque autant que la masse nouvelle des documents, comptera le nouveau regard avec lequel ils seront interrogés. C'est ainsi que de nombreux textes exploités depuis le XIXe siècle ou la période coloniale appellent impérieusement une relecture expurgée de tout préjugé anachronique et marquée au coin d'une approche endogène. À ce propos, les sources écrites à partir d'écritures subsahariennes, Wahi, Bamoun, Ajami, ne doivent pas être négligées. L'archéologie. Les témoins muets révélés par l'archéologie sont souvent plus éloquents encore que les témoins de service que constituent les auteurs de certaines chroniques. L'archéologie a déjà bien mérité de l'histoire africaine par ses prestigieuses découvertes, surtout, et c'est le cas pour plusieurs milliers de millénaires du passé africain, quand il n'y a pas de chronique orale ou écrite disponible. Seuls des objets témoins, enfouis avec ceux pour qui ils témoignent, veillent alors par-delà le suaire pesant des morts terrains, sur un passé sans visage et sans voix. Certains de ces témoins sont particulièrement significatifs comme repères et mesures de civilisation, les objets en fer et leur technologie, les céramiques avec leur technique de production et leur style, les articles en verre, les écritures et styles graphiques, les techniques de navigation, de pêche et de tissage, les produits alimentaires, et aussi les structures géomorphologiques, hydrauliques ou végétales liées à l'évolution du climat. Le langage des trouvailles archéologiques a par nature quelque chose d'objectif et d'irrécusable. C'est ainsi que l'étude de la typologie des céramiques, des objets en os et en métal dans le Sahara nigéro-tchadien démontre la liaison entre les peuples pré-islamiques, du bassin tchadien et les aires culturelles qui s'étendent jusqu'au Nil et au désert libyque, statuettes d'argile cuites à baudrier croisés, décors corporels des figurines, formes des vases et des bracelets, des harpons et des hausses, des têtes ou pointes de flèches et des couteaux de jet ressuscitent ainsi grâce à leur parenté. Par-delà le paysage contemporain écrasé par la solitude et l'inertie, les solidarités vivantes d'antan. Le repérage, le classement et la protection des sites archéologiques africains s'imposent comme une priorité de grande urgence, avant que des prédateurs ou des profanes irresponsables et des touristes sans intention scientifique ne les pillent et ne les désorganisent, les dépouillant ainsi de toute valeur historique sérieuse. Mais l'exploitation de ces sites par des projets prioritaires de fouilles à grande échelle ne pourra se développer que dans le cadre de programmes interafricains soutenus par une puissante coopération internationale. La tradition orale. À côté des deux premières sources de l'histoire africaine, les documents écrits et l'archéologie, la tradition orale apparaît comme le conservatoire et le vecteur du capital de création socio-culturelle accumulé par les peuples réputés sans écriture, un vrai musée vivant. La parole historique constitue un fil d'Ariane bien fragile pour remonter les couloirs obscurs du labyrinthe du temps. Les détenteurs en sont les vétérans à la tête chenue, à la voix cassée, à la mémoire parfois fuligineuse, à l'étiquette parfois pointilleuse vieillesse oblige, des ancêtres en puissance. Ils sont comme les derniers îlots d'un paysage autrefois imposant, liés dans tous ses éléments par un ordre précis, et aujourd'hui érodés, laminés, et culbutés par les vagues acérées du modernisme. Des fossiles en sursis. Chaque fois que l'un d'eux disparaît, c'est une fibre du fil d'Ariane qui se rompt, c'est littéralement un fragment du paysage qui devient un souterrain. Or la tradition orale est de loin la source historique la plus intime, la plus succulente, la mieux nourrie de la sève d'authenticité. La bouche du vieillard sent mauvais, dit un proverbe africain, mais elle profère des choses bonnes et salutaires. L'écrit, si utile soit-il, fige et dessèche. Il décante, dissèque, schématise et pétrifie, la lettre tue. La tradition habille de chair et de couleur, elle irrigue de sang le squelette du passé. Elle présente sous les trois dimensions ce qui est trop souvent écrasé sur la surface bidimensionnelle de la feuille de papier. La joie de la mère de Soundiata, bouleversée par la guérison subite de son fils, éclate encore dans le timbre épique et chaud des griots du Mali. Certes, bien des écueils sont à surmonter pour vanner savamment le matériau de la tradition orale, et trier le bon grain des faits de la paille des mots pièges, fausses fenêtres ouvertes pour la symétrie, du lustre et du clinquant des formules qui ne sont que l'emballage circonstanciel d'un message venu de loin. On a dit que la tradition n'inspirait pas confiance parce qu'elle est fonctionnelle, comme si tout message humain par définition n'était pas fonctionnel, y compris les documents d'archives qui,
par leur inertie même, et sous leur apparente neutralité objective, cachent tant de mensonges par omission et habile erreur de respectabilité. Certes, la tradition épique en particulier est une recréation paramythique du passé. Une sorte de psychodrame révélant à la communauté ses racines et le corpus de valeurs qui sustente sa personnalité, un viatique enchanté pour remonter le fleuve du temps vers le royaume des ancêtres. C'est pourquoi la parole épique ne coïncide pas exactement avec la parole historique. Elle la chevauche par projection anachronique en amont et en aval du temps réel, par télescopage qui ressemble aux subversions du relief en archéologie. Mais les écrits eux-mêmes échappent-ils à ces intrusions énigmatiques ? Ici comme ailleurs, il faut chercher le mot fossile directeur. Il faut s'armer si possible d'un détecteur de métal pur pour évacuer les gangs et les scories. Certes, dans le discours épique, la fragilité de la chaîne chronologique constitue son véritable talon d'Achille. Les séquences temporelles bouleversées créent un puzzle où l'image du passé ne nous arrive pas claire et stable comme dans un bon miroir, mais comme un reflet fugace dansant sur l'agitation de l'eau. La durée moyenne des règnes ou des générations est un domaine vivement controversé où les extrapolations à partir des périodes récentes sont fortement sujettes à caution, ne serait-ce qu'en raison des mutations démographiques et politiques. Parfois un dynasте exceptionnel, personnage aimant, polarise sur soi les hauts faits de ses prédécesseurs et successeurs littéralement éclipsés. Tel certains dynastes du Rwanda, tel Damonzon roi de Ségou, début du XIXe siècle, à qui les griots attribuent toute grande conquête de ce royaume. Par ailleurs, le texte littéraire oral sorti de son contexte est comme un poisson hors de l'eau, il meurt et se décompose. Isolé, la tradition ressemble à ces masques africains arrachés à la communion des fidèles pour être exposés à la curiosité de nos initiés. Elle perd sa charge de sens et de vie. Or, par sa vie même, parce qu'elle est sans cesse reprise en charge par de nouveaux témoins commis à sa transmission, la tradition s'adapte à l'attente de nouveaux auditoires. Adaptation qui concerne au premier chef la présentation du message, mais qui ne laisse pas toujours indemne le contenu. Ne voit-on pas aussi des mercantis ou mercenaires de la tradition qui servent à volonté des ressucés de textes écrits réinjectés dans la tradition? Enfin, le contenu même du message est souvent hermétique, voire ésotérique. Pour l'Africain, la parole est lourde. Elle est force ambiguë, qui peut faire et défaire, qui peut charrier des maléfices. C'est pourquoi on ne l'articule pas ouvertement et directement. On l'enveloppe d'apologues, d'allusions, de sous-entendus, de proverbes clairs obscurs pour le commun, mais lumineux pour ceux qui sont munis des antennes de la sagesse. En Afrique, la parole lourde n'est pas gaspillée. Et plus on est en position d'autorité, moins on parle en public. Mais quand on lance à quelqu'un « tu as mangé le crapaud et rejeté sa tête », il comprend aussitôt qu'on l'accuse de se dérober à une partie de ses responsabilités. Cet hermétisme du mi-dire signe à la fois la valeur inestimable et les limites de la tradition orale, puisque sa richesse est presque impossible à transférer intégralement d'une langue à l'autre, surtout quand cette autre est structurellement et sociologiquement éloignée. La tradition s'accommode très peu de la traduction. Déracinée, elle perd sa sève et son authenticité, car la langue est la maison de l'être. Beaucoup d'erreurs imputées à la tradition proviennent d'ailleurs d'interprètes incompétents ou sans scrupules. Quoi qu'il en soit, la validité de la tradition orale est amplement prouvée aujourd'hui. Elle est largement confirmée par les recoupements avec des sources archéologiques ou scripturaires comme pour le site de Kouombi-Saleh, les vestiges du lac Kizal, ou les événements du XVIe siècle transmis par les Shona et dont D.P. Abraham a constaté la concordance avec les écrits des voyageurs portugais de cette époque. Bref, le discours de la tradition, qu'elle soit épique, prosaïque, didactique ou éthique, peut être historique à un triple point de vue. D'abord, il est révélateur du faisceau d'usages et de valeurs qui anime un peuple et conditionne ses actes à venir par la représentation des archétypes d'hier. Ce faisant, l'épopée reflète, mais aussi elle crée l'histoire. Quand on s'adresse à Damonzon en disant « maître des eaux et maître des hommes », on signifie par là le caractère absolu de son pouvoir. Mais les mêmes récits nous le montrent consultant sans cesse ses guerriers, ses griots, ses femmes. Le sens de l'honneur et de la réputation éclate dans la fameuse réplique du chant de l'arc à la gloire de Sundiata, Sundiata Faza, Sayaka Usamaloye. Cette valeur s'exprime bellement aussi dans l'épisode de Bakaridian contre les Peuls du Kournari. Retiré par dépit dans son village de Dongorongo, le preux Bacharidian qu'on vient de supplier de reprendre la tête des troupes de Ségou, cède finalement quand on touche la corde sensible de l'orgueil et de la gloire, les vieilles paroles échangées, oublie-les. C'est ton nom à présent qu'il faut regarder, car on vient au monde pour se faire un nom. Si tu nais, grandis et meurs sans avoir un nom,
tu es venu pour rien, tu es parti pour rien. Et lui de s'écrier, griot de Ségou, puisque vous êtes venu, ce ne sera pas impossible. Je ferai ce que vous me demandez, pour ma renommée. Je ne le ferai pas pour Damonzon. Je ne le ferai pour personne à Ségou. Je le ferai seulement pour ma réputation. Même après ma mort, on l'ajoutera à mon nom. De même ce trait de civilisation et de droit. Si la Maka dit, vous avez de la chance qu'il me soit interdit de tuer des messagers. Au demeurant, la recomposition du passé est loin d'être intégralement imaginaire. On y trouve des tranches de souvenirs, des filons d'histoire qui sont souvent plus prosaïques que les garnitures colorées de l'imagination épique. C'est ainsi que débuta cette institution des bergers collectifs dans les villes Bambara. Si on te choisit et qu'on te fait pasteur, tu deviens peul public. Les peuls publics gardaient les troupeaux du roi. C'étaient des hommes d'ethnies différentes, et leur chef pasteur s'appelait Bonk. Ou encore à cette époque on ne portait pas de babouche, mais des samaras de cuir de bœuf tanné, avec une corde au nez, autour du gros orteil, et une corde au talon. Enfin, le récit épique est émaillé d'allusions à des techniques, à des objets qui ne sont pas essentiels au déploiement de l'action, mais signalent le milieu de vie. Il, Damonzon, manda ses 60 piroguiers somono, 30 hommes à la proue et 30 hommes à la poupe. La pirogue était richement décorée. On prépare les échelles, on les applique contre la muraille. Les chasseurs de Ségou grimpent à l'assaut et s'infiltrent dans la ville. Les cavaliers de Ségou lancent des flèches enflammées. Les cases du village prennent feu. Saran, la femme éprise de Damonzon, va mouiller la poudre à fusil des guerriers de Corée. C'est par un diagnostic serré relevant parfois de l'analyse psychanalytique, que, à travers les psychoses même du public ou des traditionalistes, l'historien peut atteindre à la substantifique moelle de la réalité historique. Dès lors, la multiplicité des versions transmises par des clans adverses, par exemple par les griots clients de chaque noble protecteur, Oron, Diatigui, bien loin de constituer un handicap, n'est qu'une garantie supplémentaire pour la critique historique. Et la concordance des récits, comme dans le cas des griots Bambara et Peul appartenant aux deux camps adverses, donne un relief particulier au Bonalois de ce témoignage. Comme le montre le cas des gourous chez qui la tradition ésotérique libérale et intégrationniste, transmise par les lignages, coexiste avec la tradition ésotérique, oligarchique et procédurière de la société secrète. La parole historique par sa polygenèse même comporte des éléments d'autocensure. En effet, ce n'est pas une propriété privée, mais un bien individu dont répondent divers groupes de la communauté. L'essentiel, c'est de soigner la critique interne de ces documents par la connaissance intime du genre littéraire en cause, sa thématique et ses techniques, ses codes et stéréotypes, les formules de remplissage, les diversions conventionnelles, la langue dans son évolution, le public et ce qu'il attend des traditionalistes. Et surtout la caste de ces derniers, ses règles et de vie, sa formation, ses idéaux, ses écoles. On sait qu'au Mali et en Guinée, par exemple, de vraies écoles d'initiation ont existé depuis des siècles à Kela, Kita, Niagasola, Niani, et Swetora. Cette tradition rigide, institutionnalisée et formelle est en général mieux structurée, mieux soutenue par la musique de cour qui fait corps avec elle, qui la scande en tranches didactiques et artistiques. Certains des instruments utilisés, tels le soso-bala, balafon de Soumaro Kanté, sont en eux-mêmes, par leur antiquité, des monuments dignes d'une investigation de type archéologique. Mais les correspondances entre types d'instruments et types de musique, de chant et de danse, constituent un monde minutieusement réglé, où les anomalies et les ajouts postérieurs sont aisément repérables. Chaque genre littéraire oral possède ainsi son instrument spécial dans chaque région culturelle, le xylophone, bala, ou le bolon, harpe luth, pour l'épopée mandingue, le bindré des Mossi, gros tambour rond à une seule face, taillé dans une calebasse et battu à main nue, pour l'exaltation, muette souvent, des noms de guerre, zabiouya, des souverains, le mvé, harpe sitar, pour les poètes musiciens défendant leur tropicale nibelongène. Vecteurs de la parole historique, de tels instruments sont vénérés et sacrés. En effet, ils font corps avec l'artiste, et leur place est d'autant plus essentielle dans le message que, à la faveur des langues à ton, la musique est directement intelligible, l'instrument devenant la voix de l'artiste sans que celui-ci ait besoin d'articuler une parole. Le triple rythme tonal, d'intensité et de durée, se fait alors musique signifiante, dans cette sorte de sémantico-mélodisme dont parlait Marcel Jousse. À vrai dire, la musique fait tellement partie de la tradition que certains récits ne peuvent être transmis que sous la forme chantée. La chanson populaire elle-même,
qui donne le pouls de la volonté générale sous une forme satirique parfois épicée d'humour noir, et qui est resté vivace jusqu'à travers les luttes électorales du XXe siècle, est un genre précieux, qui contrebalance et complète les dires des documents officiels. Ce qui est dit ici de la musique vaut aussi bien pour d'autres modes d'expression comme les arts plastiques dont les productions nous livrent parfois, comme dans les royaumes d'Abomey et du Berlin, bas-relief, ou en pays Cuba, statuaire, l'expression directe de personnages, d'événements ou de culture historique. Bref, la tradition orale n'est pas seulement une source de pis-aller à laquelle on ne se résignerait qu'en désespoir de cause. C'est une source à part entière, dont la méthodologie est désormais assez bien établie, et qui confère à l'histoire du continent africain une puissante originalité. La linguistique avec la linguistique, l'histoire africaine dispose non pas tant d'une science auxiliaire que d'une discipline autonome qui la mène tout droit pourtant au cœur de son propre sujet. On s'en rend bien compte dans le cas de la Nubie qui est ensevelie dans le double silence opaque des ruines de Méroé et de l'écriture méroïtique non déchiffrée parce que la langue demeure inconnue. Certes, bien des choses restent à faire dans ce domaine, à commencer par la fixation scientifique des langues. En effet, il ne faut pas sacrifier l'approche descriptive à l'approche comparatiste et synthétique à prétention typologique et génétique. C'est par une analyse ingrate et minutieuse du fait de langue avec son signifiant de consonnes, de voyelles et de tons, avec ses latitudes de combinaison dans des schémas syntagmatiques, avec son signifié vécu par les locuteurs d'une communauté donnée qu'on peut échafauder des extrapolations en amont. Opération souvent rendue difficile par le manque de profondeur historique de la connaissance de ces langues. Si bien qu'elles ne peuvent être comparées qu'à partir de leurs strates contemporaines par la méthode synchronique, base indispensable pour toute synthèse diachronique et génétique. La tâche est ardue, et l'on comprend que des duels d'érudition se poursuivent ici ou là, singulièrement en matière de bantuistique. Malcolm Guthrie y soutient la théorie de l'autogenèse, alors que Joseph Gramberg défend avec brio la thèse selon laquelle les langues bantues doivent être replacées dans un contexte continental plus large. Ce dernier est justifié, dit-il, par des ressemblances qui ne sont pas des analogies accidentelles issues d'influences extérieures, mais qui ressortissent à une parenté génétique intrinsèque, exprimée par les similitudes dans les pronoms, le vocabulaire de base, les caractéristiques grammaticales comme le système de classe nominale, à travers des centaines de langues, depuis le Wolof jusqu'au Baka, République du Soudan. Pour l'historien, tous ces débats ne sont pas purs exercices d'école. Un auteur se fondant par exemple sur la distribution des groupes de mots analogues désignant le mouton en Afrique centrale à la lisière de la forêt, constate que ces groupes homogènes ne chevauchent pas la frange végétale, mais se répartissent parallèlement à elle, ce qui suggère une diffusion de ce bétail selon les parallèles dans les deux biotopes contigus de la savane et de la forêt, alors que plus à l'est, le dessin linguistique s'ordonne franchement par bandes méridiennes de l'Afrique orientale à l'Afrique australe, ce qui suppose une voie d'introduction perpendiculaire à la première, et illustre à contrario le rôle inhibiteur de la forêt dans le transfert des techniques. Mais ce rôle n'est pas identique pour toutes les techniques. Bref, les études linguistiques démontrent que les routes et les pistes de migration ainsi que les diffusions de cultures matérielles et spirituelles sont balisées par la distribution de mots apparentés. D'où l'importance de l'analyse linguistique diachronique et de la glottochronologie pour l'historien qui veut saisir la dynamique et le sens de l'évolution. J. Gramberg a ainsi mis en lumière les apports du Kanuri Xhosa en termes culturels ou de techniques militaires, qui valorisent l'influence de l'Empire bornouan dans le développement des royaumes Xhosa. En particulier, la titulature des dynasties bornouanes avec des termes Kanuri comme Kaigama, Majira, et Setera, a connu une diffusion remarquable jusqu'au cœur du Cameroun et du Nigeria. L'étude systématique des toponymes et anthroponymes peut aussi donner des indications fort précises, à condition de revoir cette nomenclature selon une approche endogène. Car un grand nombre de noms ont été déformés par la prononciation ou la rédaction exotique de noms africains ou d'Africains servant d'interprètes et de scribes. La chasse aux mots justes, même quand il a été statufié dans l'écrit depuis des siècles, est une des tâches les plus complexes de la critique historique africaine. Un exemple. Le mot Gaouga qui, utilisé par Léon l'Africain pour désigner un royaume du Soudan a été souvent assimilé avec Gao. Mais, l'analyse de ce toponyme à partir du Teda et du Kanuri permet de localiser aussi un royaume de Gaouga entre le Vadaï, Tchad, le Darfour, Soudan, et le Ferti, Ra. Quant à la référence au Yémen, pour désigner le pays d'origine de nombreuses dynasties soudanaises, un réexamen sérieux de ce problème a été entrepris depuis H. Rue Palmer.
Ne doit-on pas interpréter le mot Yémen, non point selon la pieuse évocation des chroniqueurs musulmans orientés vers l'Arabie heureuse mais plutôt en référence à l'antique pays de Yam, d'où Yémen? L'examen du lexique swahili, truffé de termes d'origine arabe, et du lexique des pays de la côte orientale malgache, Antemoro, Antelaotra, Anossi, baigné d'influx arabes, se révèle tout aussi riche d'enseignements pour l'historien. En tout état de cause, la linguistique qui a déjà bien mérité de l'histoire africaine, doit se débarrasser au départ du mépris ethnocentrisme qui a marqué la linguistique africaine élaborée par A.W. Schlegel et Auguste Léché, selon laquelle les langues de la famille indo-européenne sont au sommet de l'évolution, et les langues des Noirs au plus bas de l'échelle, celles-ci présentant toutefois l'intérêt, pensait-on, de livrer un état proche de l'état original du langage, où les langues seraient sans grammaire, le discours une suite de monosyllabes et le lexique restreint à un inventaire élémentaire. L'anthropologie et l'ethnologie. La même remarque vaut a fortiori pour l'anthropologie et l'ethnologie. En effet, le discours ethnologique a été, par la force des circonstances, un discours à prémisse explicitement discriminatoire et à conclusion implicitement politique, avec entre les deux un exercice scientifique, forcément ambigu. Son principal présupposé était souvent l'évolution linéaire, avec en tête de la caravane humaine l'Europe pionnière de la civilisation, et à la queue, les peuplades primitives d'Océanie, d'Amazonie et d'Afrique. Comment peut-on être indien, noir, papou, arabe? L'autre, arriéré, barbare, sauvage, selon les degrés, est toujours différent, et c'est à ce titre qu'il est l'objet de l'intérêt du chercheur ou de la convoitise du traitant. L'ethnologie reçut ainsi délégation générale pour être le ministère de la curiosité européenne, à l'égard de nos indigènes. Friands des états misérables, des nudités et des folklores, leur regard ethnologique était souvent sadique, lubrique, et dans le meilleur des cas, quelque peu paternaliste. Sauf exception, les mémoires et rapports qui en résultaient justifiaient le statut et contribuaient au développement du sous-développement. L'évolutionnisme à la Darwin, malgré ses éminents mérites par ailleurs, et le diffusionnisme à sens unique qui a trop souvent regardé l'Afrique comme le déversoir passif des inventions d'ailleurs, le fonctionnalisme de Malinowski et de Radcliffe Brown enfin, qui déniait toute dimension historique aux sociétés primitives. Toutes ces écoles s'accommodaient naturellement de la situation coloniale sur laquelle elles proliféraient comme sur un riche terreau. Leurs approches, assez pauvres finalement pour la compréhension des sociétés exotiques, se disqualifiaient encore du fait que les sociétés qui les intéressaient surtout étaient précisément les plus insolites, à savoir les prototypes d'une humanité installée dans l'élémentaire, alors que ces derniers ne constituaient que des micro-organismes au rôle historique non négligeable, parfois notable, mais le plus souvent marginal par rapport aux ensembles socio-politiques plus puissants et mieux engagés dans le courant de l'histoire. Toute l'Afrique fut symbolisée ainsi par des images que les Africains eux-mêmes pouvaient regarder comme étranges, exactement comme si l'Europe était personnifiée au début du XXe siècle par les usages de la table et de l'habitat, ou le niveau technique des communautés de la Bretagne intérieure, du Cantal ou de la Sardaigne. Par ailleurs, la méthode ethnologique, fondée sur l'enquête individuelle marquée au coin d'une expérience subjective totale parce qu'intensive, mais totale au niveau du microcosme seulement, débouche sur des conclusions objectives très fragiles dès qu'elle prétend à l'extrapolation. Enfin, par une dialectique implacable, l'objet même de l'ethnologie, sous l'influence coloniale, s'évanouissait peu à peu. Les indigènes primitifs, vivant de cueillette et de chasse sinon de cannibalisme, se muaient peu à peu en sous-prolétaires des centres périphériques d'un système mondial de production dont les pôles sont situés dans l'hémisphère nord. L'action coloniale consumait et annihilait son propre objet. C'est pourquoi ceux qu'on avait constitués dans le rôle d'objet, les Africains, décidaient d'entamer eux-mêmes un discours autonome en tant que sujet de l'histoire, prétendant même qu'à certains égards, les plus primitifs ne sont pas ceux qu'on pense. Or, dans le même temps, ceux qui, sans préjugés, avaient travaillé à la découverte d'un fil historique et de structures originales dans les sociétés africaines étatiques ou non, des pionniers comme Frobenius, Delafosse, Palmer, Evan Pritchard, poursuivaient leurs efforts, repris et affinés par d'autres chercheurs contemporains. Ceux-ci estiment qu'en appliquant les mêmes outils mentaux des sciences de l'homme, mais en les adaptant à la matière africaine, on peut atteindre des résultats objectifs. Sont ainsi balayées en même temps les approches vicieuses fondées, soit sur la différence congénitale et substantifique des indigènes, soit sur leur primitivisme dans la voie de la civilisation. Il suffit de reconnaître que si l'être des Africains est le même celui de l'Homo sapiens leur être dans le monde est différent.
Dès lors des outils nouveaux peuvent être affûtés pour appréhender leur évolution singulière. Dans le même temps, l'approche marxiste, à condition d'être non dogmatique, et l'approche structuraliste de Lévi-Strauss apportent, elle aussi, des regards valables mais contrastés sur l'évolution des peuples réputés sans écriture. La méthode marxiste, essentiellement historique et pour laquelle l'histoire et la conscience collective en action, insiste beaucoup plus sur les forces productives et les rapports de production, sur la praxis et les normes, alors que la méthode structuraliste veut dénuder les mécanismes inconscients mais logiques, les ensembles cohérents qui sous-tendent et encadrent l'action des esprits et des sociétés. L'anthropologie s'abreuvant à ces sources nouvelles sera, espérons-le, autre chose qu'un phénix surgit pour les besoins de la cause des cendres d'une certaine ethnologie. L'anthropologie se doit de critiquer sa propre démarche, d'insister autant sur les normes que sur des pratiques, de ne pas confondre les relations sociales décelables à l'expérience et les structures qui les sous-tendent. Elle enrichira ainsi les unes par les autres, les normes, les structures et les opinions en utilisant largement les techniques quantitatives et collectives d'enquête, en rationalisant et objectivant le discours. Les interactions des facteurs globaux intéressent particulièrement l'anthropologie, mais aussi la synthèse historique. On voit par exemple des correspondances entre l'existence de voies commerciales avec monopole royal sur certaines denrées, d'une part, et d'autre part, les formes politiques centralisées, dans le Ghana et le Mali ancien, dans l'Empire Ashanti au XVIIIe siècle, dans le royaume Linda du Zaïre, etc. Alors que, contre épreuve décisive, contrairement aux Ngonde et aux Zulus, des peuples aux langues et coutumes identiques, les Nyakusa et les Xhosa, mais vivant à l'écart de ces courants, n'ont pas atteint au stade monarchique. On peut tenter d'en inférer une sorte de loi d'anthropologie ou de sociologie politique. Par ailleurs, les structures de la parenté peuvent entraîner une foule d'incidences sur l'évolution historique. Ainsi, quand deux groupes de langues différentes se rencontrent, la forme d'union conjugale entre ces groupes décide généralement de la langue qui sera dominante, car la langue maternelle ne peut l'emporter que si les femmes sont prises comme épouses et non comme esclaves ou concubines. Certains groupes ethniques conserveront ainsi leur langue d'origine, alors que d'autres, qui prirent des femmes Soto, perdirent leur langue au profit des Soto. C'est aussi le cas des bergers peuls venus du Massina et du Fouta Djallon, qui prirent femme chez les Mandingues et créèrent la province du Wassoulou. Ils ne sont plus peuls que de nom, et par certains traits physiques. Ils ont perdu leur langue d'origine au profit du Mali-Inque ou du Bambara. Ainsi donc, les principales sources de l'histoire africaine évoquées plus haut ne peuvent être classées a priori en tant que telles selon une échelle de valeurs privilégiant en permanence telle ou telle d'entre elles. Il convient de juger cas par cas. En effet, il ne s'agit pas de témoignages d'espèces radicalement différentes. Toutes répondent à la définition de signes qui nous viennent de l'amont et qui, en tant que vecteurs de messages, ne sont pas entièrement neutres, mais charrient des intentions ouvertes ou cachées. Toutes ressortissent donc à la critique méthodologique. Chacune peut conduire aux autres catégories de sources. Par exemple, la tradition orale a souvent mené à des sites archéologiques. Elle peut même aider à mettre en balance certains documents écrits. Ainsi, quand le grand Ibn Khaldun dans l'histoire des Berbères écrit de Sundiata, son fils Mansa Wali lui succéda. Mansa dans leur langue écrite signifie sultan et Wali est l'équivalent d'Ali. Alors que les traditionalistes aujourd'hui encore expliquent que Mansa Wali signifie le roi au teint clair. Quatre grands principes doivent gouverner la recherche si l'on veut assigner une nouvelle frontière au front pionnier de l'historiographie africaine. D'abord c'est l'interdisciplinarité, dont l'importance est telle qu'elle constitue presque en soi une source spécifique. C'est ainsi que la sociologie politique appliquée à la tradition orale sur le royaume de Ségou enrichit considérablement une vision qui sans cela se limiterait aux lignes squelettiques d'un arbre généalogique marqué par quelques exploits stéréotypés. La complexité, la compénétration de structures parfois modelées sur les hégémonies anciennes, le modèle malien, apparaissent ainsi dans leur réalité concrète et vivante. De même, pour les pays du delta nigérien, les traditions orales permettent de compléter les facteurs d'essor réduits par trop aux influences du commerce négrier et de l'huile de palme, alors que des relations endogènes préalables dans le sens nord-sud et est-ouest jusqu'à l'Ago et au pays Igébu, sont attestées par la tradition orale qui étaye et enrichit remarquablement les allusions de Pacheco Pereira dans l'Esmeraldo. N'est-ce pas un élément d'anthropologie culturelle, le texte initiatique des pasteurs Peul, qui a permis à certains préhistoriens d'interpréter correctement les énigmes des fresques du Tassili, animaux sans pattes du tableau dit du bœuf à l'hydre, magique d'Ouanderbawen, etc. Ainsi, par-delà 10 000 ans de parenthèses,
Les rites d'aujourd'hui permettent d'identifier les 5 sœurs mythiques des 7 fils de l'ancêtre Kikala, dans les 5 merveilleuses danseuses des fresques de Jabaren. L'expansion des Bantus, attestée par les sources concordantes de la linguistique, de la tradition orale, de l'archéologie, de l'anthropologie, et par les premières sources écrites arabes, portugaises, britanniques et africanées, devient une réalité palpable susceptible d'être ordonnée dans une synthèse dont les arêtes s'avivent à la rencontre de ces différents plans. De même, les arguments linguistiques concourent avec ceux de la technologie pour suggérer une diffusion des gongs royaux et cloches géminées d'apparat, à partir de l'Afrique occidentale vers le Bas-Zaïre, le Chaba et la Zambie. Mais des preuves archéologiques apporteraient évidemment une confirmation inestimable. Cette coalition des sources s'impose davantage encore lorsqu'il s'agit de cerner les difficultés relatives à la chronologie. Ce n'est pas toujours qu'on dispose de dates tirées du carbone 14. Encore que celles-ci doivent être interprétées et confrontées avec d'autres données comme la métallurgie ou la poterie, matériaux et styles. Ce n'est pas toujours qu'on dispose, comme au nord du Tchad, de masses énormes de débris de céramique qui permettent d'échafauder une typologie représentant une échelle chronologique de 6 niveaux. Une excellente démonstration de cette conjugaison de toutes les sources disponibles est celle qui permet d'établir une typologie diachronique des styles picturaux et céramiques, de les confronter afin de dégager une série chronologique s'étalant sur 8 millénaires, le tout étayé par des sondages stratigraphiques, confirmés par des datations au C14, par l'étude de la flore, de la faune, de l'habitat et de la tradition orale. Parfois la carte des éclipses datées, et visible selon les régions, permet des concordances exceptionnelles quand de tels événements sont liés avec le règne de tel ou tel dynaste. Mais généralement, la chronologie n'est pas accessible sans la mobilisation de plusieurs sources, d'autant plus que la durée moyenne des règnes ou des générations est susceptible de variations, que la nature de la relation entre les souverains qui se succèdent n'est pas toujours précise, que le sens du mot fils n'est pas toujours biologique mais sociologique, que parfois 3 ou 4 noms ou noms forts sont attribués au même roi et que, comme chez les Bambas, la liste des candidats à la chefferie est incorporée à celle des chefs. Sans minimiser l'importance de la chronologie, épine dorsale de la matière historique, et sans renoncer aux efforts pour l'asseoir sur des bases rigoureuses, faut-il pour autant succomber à la psychose de la précision à tout prix, qui risque d'être alors une fausse précision? Pourquoi s'acharner à écrire 1086 pour la chute de Kouombi Saleh au lieu de dire à la fin du XIe siècle? Toutes les dates n'ont d'ailleurs pas la même importance. Le degré de précision requis pour chacune d'elles n'est pas le même, et chacune ne doit pas être érigée en statut. Par ailleurs, il importe de réintégrer tout le flux du processus historique dans le contexte du temps africain. Celui-ci n'est pas allergique à l'articulation du donné événementiel dans une chaîne de faits qui se créent les uns les autres par antécédence et causalité. En effet, les Africains ont une idée du temps fondée sur le principe de causalité. Mais ce dernier est appliqué selon des normes originales où la contagion du mythe imbibe et gauchit la démarche logicienne, où le stade économique élémentaire ne crée pas le besoin du temps chiffré, matière première du gain, où le rythme des travaux et des jours est un métronome suffisant pour l'activité humaine, où des calendriers qui ne sont ni abstraits ni universalistes, sont subordonnés aux phénomènes naturels, lunaison, soleil, sécheresse, au mouvement des bêtes et des gens. Chaque heure est définie par des actes concrets. Ainsi au Burundi, à Makana, au moment de traire, 7h, Maturuka, à la sortie des troupeaux, 8h, Kuazaz, quand le soleil s'étale, 9h, Kumuzaz, quand le soleil s'étale sur des collines, 10h, etc. Dans ce pays rural, le temps est marqué par la vie pastorale et agricole. Ailleurs, les noms des enfants sont fonction du jour de la naissance, de l'événement qui a précédé ou suivi celle-ci. Les musulmans en Afrique du Nord appellent volontiers leurs enfants du nom du mois où ils sont nés, Ramadan, Shaban, Moulou. Cette conception du temps est historique à bien des égards. Dans les sociétés africaines gérontocratiques, la notion d'antériorité dans le temps est encore plus lourde de sens qu'ailleurs, puisqu'à elle seule elle fonde des droits sociaux comme la prise de parole en public, la participation à une danse réservée, à certains mets, le mariage, le respect d'autrui, etc. Par ailleurs, la primogéniture n'étant pas le plus souvent un droit exclusif à la succession royale, le nombre des prétendants, oncles, frères, fils, est toujours élevé, et l'âge joue dans le cadre d'une compétition très ouverte. D'où le souci accru encore de la chronologique. Mais point n'était besoin de savoir qu'on était né en telle année, puisque l'essentiel était de prouver qu'on était né avant un tel.
Les références de chronologie absolue ne s'imposent que dans le cadre de sociétés plus vastes et plus anonymes. Cette conception du temps social n'est pas statique, car dans le contexte de la philosophie africaine pandynamiste de l'univers, il s'agit d'accroître sans cesse sa forme vitale, qui est éminemment sociale, ce qui inclut l'idée de progrès dans et par la communauté. Comme dit Bakary Dian, même après ma mort, on l'ajoutera à mon nom. Dans certaines langues, le même mot, Bonya en bambara par exemple, désigne le don matériel, l'honneur, la croissance. Le compute saisonnier est souvent fondé sur l'observation astronomique portant par exemple sur une série de constellations dont la Grande Ourse, chez les Comos, au Zaïre, les Pléiades, comparé à un panier de machettes, annonce le temps d'aiguiser ses outils pour le défrichage des champs. En cas de besoin d'ailleurs, cette conception du temps s'est faite plus mathématique, encoche dans des bois spéciaux conservés comme des archives dans les grottes du pays d'Ogon, dépôt chaque année d'une pépite d'or dans un pot d'étain, en la chapelle des trônes au royaume de Bono-Mansou, ou d'un caillou dans une jarre, dans la case des rois en pays mandingue, sans compter évidemment les réalisations éminentes de l'Égypte pharaonique et des royaumes musulmans, almohade par exemple, à cet égard. Si l'on évoque la difficulté de convertir une séquence de longueur de règne en une séquence de date, et la nécessité de trouver un point fixe de référence, on constatera que ce dernier est la plupart du temps fourni par un repère extérieur daté, par exemple, l'attaque à Chanty contre Bono-Mansou. En effet, seule l'utilisation de l'écriture, l'accession aux religions universalistes disposant d'un calendrier suspendu à un terminus précis, ainsi que l'entrée dans l'univers du rendement et de l'accumulation monétaire, ont remodelé la conception traditionnelle du temps. Mais celle-ci répondait correctement en son temps aux besoins des sociétés concernées. Une autre exigence impérative, c'est que cette histoire soit enfin vue de l'intérieur à partir du pôle africain, et non mesurée en permanence à l'aune des valeurs étrangères, la conscience de soi et le droit à la différence étant des préalables indispensables pour la constitution d'une personnalité collective autonome. Bien sûr, l'option et l'optique d'auto-examen ne consistent pas à abolir artificiellement les connexions historiques de l'Afrique avec les autres continents de l'Ancien et du Nouveau Monde. Mais ces connexions seront analysées en termes d'échanges réciproques et d'influences multilatérales dans lesquelles les apports positifs de l'Afrique au développement de l'humanité ne manqueront pas d'apparaître. Le regard historique africain ne sera donc pas un regard vengeur ni d'autosatisfaction, mais un exercice vital de la mémoire collective qui balaie le champ du passé pour y reconnaître ses propres racines. Après tant de regards extérieurs qui, jusqu'aux films contemporains, ont modelé l'image de marque de l'Afrique à la mesure des intérêts extérieurs, il est temps de déployer le regard intérieur de l'identité, de l'authenticité, de la prise de conscience, volte rapatriante, comme dit Jacques Berck pour désigner ce retour aux sources. Quand on songe à la valeur du verbe et du nom en Afrique et que nommer quelqu'un c'est presque en prendre possession, à tel point que les personnages vénérés, père, époux, souverain, sont désignés par des périphrases et des surnoms, on comprendra pourquoi toute la série de vocables ou concepts, toute la panoplie de stéréotypes et de schémas mentaux relatifs à l'histoire africaine, ressortissent à l'aliénation la plus subtile. Il faut ici une véritable révolution copernicienne qui sera d'abord sémantique et qui, sans nier les exigences de la science universelle, récupère toute la coulée historique de ce continent dans des moules nouveaux. Comme Jim Mackenzie le notait déjà en 1887 pour les Tsvava, Botswana, que de noms de peuples qui n'ont jamais été utilisés par ces peuples mêmes ou par d'autres peuples africains. Ces peuples ont passé par les fonds baptismaux de la colonisation et en sont ressortis sacrés pour l'aliénation. La seule voie royale pour en sortir, c'est d'écrire de plus en plus les livres d'histoire africaine en langue africaine, ce qui présuppose d'autres réformes de structure. Que de livres d'histoire de l'Afrique qui accordent généreusement 1/10 de leur page à l'histoire précoloniale, sous prétexte qu'on la connaît mal. Si bien que l'on saute à pieds joints des siècles obscurs, à tels prestigieux explorateurs ou proconsuls, des miurges providentiels, et des ex machina à partir duquel commence la vraie histoire, le passé africain étant en somme consigné dans une sorte de honteuse préhistoire. Certes, il n'est pas question de nier les influx externes qui agissent comme le vin accélérateur ou détonateur. Par exemple, l'introduction au XVIe siècle des armes à feu dans le Soudan central a privilégié l'infanterie formée d'esclaves au détriment des cavaliers féodaux. Mutation qui s'est répercutée dans la structure du pouvoir à travers le Soudan central, le Kassala au Kaïgama d'origine servile supplantant auprès du souverain le ministre noble Sirema. Mais les explications mécaniques à partir d'influences externes, y compris par les appuis-têtes,
et les correspondances automatiques entre des influx extérieurs et les mouvements de l'histoire africaine, doivent être bannis, pour une analyse plus intime, en vue de déceler les contradictions et dynamismes endogènes. Par ailleurs, cette histoire ne saurait être autre que l'histoire des peuples africains dans son ensemble, envisagée comme une totalité englobant la masse continentale proprement dite, et les îles voisines comme Madagascar, selon la définition de la Charte de Loi. L'histoire de l'Afrique intègre évidemment le secteur méditerranéen dans une unité consacrée par tant de liens millénaires parfois sanglants. Il est vrai, mais le plus souvent mutuellement enrichissants, qui font de l'Afrique, de part et d'autre de la charnière du Sahara, les deux battants d'une même porte, les deux faces d'une même médaille. Histoire des peuples, car en Afrique, même le despotisme de certaines dynasties a toujours été tempéré par la distance, par l'absence de moyens techniques qui aggravent la pesanteur de la centralisation, par la pérennité des démocraties villageoises, si bien qu'à tous les niveaux, de la base au sommet, le Conseil réuni par et pour la palabre constitue le cerveau du corps politique. Histoire des peuples, parce que, sauf pour les quelques décennies contemporaines, cette histoire n'est pas moulée dans les frontières fixées par la colonisation, pour la bonne raison que l'assiette territoriale des peuples africains déborde de toutes parts les frontières héritées du partage colonial. Ainsi, pour prendre un exemple entre mille, les Senoufos s'étendent sur une partie du Mali, de la Côte d'Ivoire et de la Haute-Volta. Dans le cadre continental général, l'accent sera donc mis sur les facteurs communs résultant d'origines communes et d'échanges interrégionaux millénaires d'hommes, de denrées, de techniques, d'idées, bref de biens matériels et spirituels. Malgré les obstacles naturels et le faible niveau des techniques, il y a eu depuis la préhistoire une certaine solidarité historique continentale entre la vallée du Nil et le Soudan jusqu'à la forêt guinéenne, entre cette même vallée et l'Afrique orientale, avec entre autres événements la dispersion des Luo, entre le Soudan et l'Afrique centrale par la diaspora des Bantus, entre la façade atlantique et la côte orientale par le commerce transcontinental à travers le Chaba. Les phénomènes migratoires développés sur une grande échelle d'espace et de temps ne doivent d'ailleurs pas s'analyser comme des rats de marée de masse déferlantes appelées par le vide ou faisant le vide sur leur passage. Même la saga torrentielle de Chaka, l'homme fécane, ne saurait s'interpréter uniquement en ces termes. La remontée vers le nord de groupe Mossi, Haute-Volta, à partir du Dagomba et du Mont Prusi, Ghana, s'est faite par des bandes de cavaliers qui, d'étape en étape, ont occupé des régions, mais ne pouvaient le faire qu'en s'amalgamant avec les autochtones, en prenant femme localement. Les privilèges judiciaires qu'ils s'octroyaient à eux-mêmes provoquèrent rapidement la prolifération de leur scarification faciale, sorte de carte d'identité, sur de nombreux visages, et la langue comme les institutions des nouveaux venus firent prime au point d'effacer celles des autres peuples, cependant que d'autres usages liés par exemple au culte agraire ou réglant les droits d'établissement, demeuraient dans la compétence des chefs de terre locaux et que des rapports de parenté à plaisanterie s'instauraient avec certains peuples rencontrés en chemin. Le grand conquérant Mossi Oubri était d'ailleurs déjà lui-même un métis. Ce schéma de processus par osmose doit remplacer presque toujours le scénario romantique et simpliste de l'invasion nihiliste et désertifiante, comme on a longtemps et faussement représenté l'irruption des Beni Hilal en Afrique du Nord. Les excès de l'anthropologie physique à préjugés racistes sont aujourd'hui rejetés par tous les auteurs sérieux. Mais les Hamites et autres races brunes inventées pour les besoins de la cause n'ont pas fini de hanter les mirages et les fantasmes d'esprits par ailleurs scientifiques. De tels taxons, déclare J. Liernaud dans un texte important, ne peuvent convenir comme unité d'études biologiques. Les Peuls ne constituent pas un groupe biologique mais culturel. Les Peuls du Sud Cameroun par exemple ont leurs plus proches parents biologiques dans les Ayas de Tanzanie. Quant à la proximité biologique entre les Maures et les Varsingali de Somalie, elle tient autant à leur hérédité qu'aux biotopes semblables qui les conditionnent, la steppe aride. Les données proprement biologiques constamment bouleversées depuis des millénaires par la sélection ou la dérive génétique ne donnent aucune référence solide au classement, ni en ce qui concerne le groupe sanguin, ni pour la fréquence de gènes HBS, qui détermine une hémoglobine anormale et qui, associée à un gène normal, renforce la résistance à la malaria. Tel est le rôle capital de l'adaptation au milieu naturel. Par exemple, la stature plus élevée et le bassin plus large coïncidant avec les zones de sécheresse plus grandes et de chaleur plus intense. Dans ce cas, la morphologie du crâne plus étroit et plus haut, dolicocéphalie, est une adaptation permettant une moindre absorption de chaleur. Le vocable de tribu sera autant que possible,
sauf l'exception de certaines régions d'Afrique du Nord bannies de cette histoire en raison de ses connotations péjoratives et des multiples idées fausses qui le sous-tendent. On a beau souligner que la tribu est essentiellement une unité culturelle et parfois politique, certains continuent à y voir un stock biologiquement distinct, et montent en épingle les affres de guerres tribales qui se soldaient souvent par quelques dizaines de morts ou moins, alors qu'ils oublient tous les échanges positifs qui ont lié les peuples africains au plan biologique, technologique, culturel, religieux, socio-politique, etc. et qui donnent aux œuvres africaines un indubitable air de famille. Par ailleurs, cette histoire devra éviter d'être trop événementielle, car elle risquerait alors de mettre exagérément en valeur les influences et facteurs extérieurs. Certes, l'établissement des faits pilotes est une tâche primordiale, indispensable même pour faire ressortir le profil original de l'évolution africaine. Mais l'essentiel portera sur les civilisations, les institutions, les structures, techniques agraires et métallurgiques, arts et artisanat, circuits commerciaux, conception et aménagement du pouvoir, culte et pensée philosophique ou religieuse, problèmes des nations et pré-nations, techniques de modernisation, etc. Cette option méthodologique requiert avec encore plus d'exigence l'approche interdisciplinaire. Finalement, pourquoi ce retour aux sources africaines ? Si la quête de ce passé peut être pour des étrangers un simple besoin de curiosité, un exercice intellectuel souverainement tonique pour un cerveau ardent à interviewer le sphinx, le sens de l'entreprise doit dépasser ces visées purement individuelles, car l'histoire de l'Afrique est nécessaire à la compréhension de l'histoire universelle dont bien des séquences demeureront des énigmes opaques tant que l'horizon du continent africain n'aura pas été illuminé. Par ailleurs, au plan méthodologique, la confection de l'histoire africaine conformément aux normes dégagées dans ce volume peut confirmer la stratégie des adeptes de l'histoire totale, saisie dans toutes ses strates et toutes ses dimensions par toute la panoplie des outils d'investigation disponibles. L'histoire deviendra ainsi cette discipline symphonique où la parole est donnée simultanément à toutes sortes de disciplines, la conjonction singulière des voix se transformant selon les sujets ou les moments de la recherche, pour s'ajuster aux exigences du discours. Mais cette reconstruction posthume de l'édifice naguère bâti de pierres vives, importe surtout aux Africains qui ont un intérêt charnel et qui pénètrent dans ce domaine après des siècles ou des décennies de frustration, comme un exilé qui découvre les lignes nouvelles et anciennes à la fois, parce que secrètement anticipé, du paysage convoité de la patrie. Vivre sans histoire, c'est être une épave, ou porter les racines d'autrui. C'est renoncer à être soi-même racine pour d'autres qui sont en aval. C'est, dans la marée de l'évolution humaine, accepter le rôle anonyme de plancton et de protozoaire. Il faut que l'homme d'État africain s'intéresse à l'histoire comme à une partie essentielle du patrimoine national qu'il doit gérer, d'autant plus que c'est par l'histoire qu'il pourra accéder à la connaissance des autres pays africains dans l'optique de l'unité africaine. Mais cette histoire est encore plus nécessaire aux peuples eux-mêmes pour lesquels elle constitue un droit fondamental. Des équipes doivent être constituées par les États africains pour sauver, avant qu'il ne soit trop tard, le maximum de vestiges historiques. Des musées doivent être bâtis et des législations édictées pour la protection des sites et des objets. Des bourses doivent être accordées, en particulier pour la formation des archéologues. Les programmes et diplômes doivent être entièrement refondus dans une perspective africaine. L'histoire est une source qui doit nous servir non seulement pour nous y mirer et nous y reconnaître, mais pour nous y abreuver et y reprendre des forces pour aller de l'avant dans la caravane humaine du progrès. Si telle est la finalité de cette histoire de l'Afrique, cette quête laborieuse et fastidieuse, hérissée d'exercices pénibles, se révélera à coup sûr fructueuse et riche d'inspirations multiformes. Car, sous les cendres mortes du passé, gisent toujours quelque part des braises chargées de la lumière des résurrections.